Nous continuons notre exploration du lac de Nangbeto où se fait ici les choses assez merveilleuses. Nous sommes avec le promoteur et puis M. Pierrot Akakovi qui est le conseiller. Et donc nous sommes en train de faire le tour de ce lac Nangbeto, un lac pas si agité, hein, très calme, très noir, très sale. Je pense qu'il y a des crues ces temps-ci. Et donc nous sommes en train d'explorer le lac, de faire le tour des cages. Et donc nous sommes partis des cages juvéniles pour aller vers les cages à maturité. On aura encore une vue beaucoup plus exacte de la taille des poissons, comment ça se fait. Et voilà, donc nous continuons le tour du lac. On voit des messieurs dans des pirogues qui sont en train d'aller d'une cage vers une autre. Là, voilà, et il y a des lampadaires. Voilà, là, il y a une cage, il y en a une autre, il y a un monsieur au milieu. La jonction entre les cages se fait par pirogue. Il faut dire qu'il y a une certaine distanciation des cages. C'est fait pour des mesures de sécurité et puis pour éviter ce que M. Pierrot a dit tout tantôt, qui est arrivé au Ghanéen, où les poissons sont partis, ils ont perdu toute la production. Alors donc nous nous approchons doucement de ces cages-là. C'est des bâtiments flottants, on voit que les cages flottent. La forme des cages ici est différente de l'autre côté. C'est circulaire, plus grand, ça fait 20 mètres de diamètre et 7 mètres de profondeur. Il y a des fiches d'identité qui sont autour de chaque cage. C'est le 1er janvier. Voilà. L'effectif 93 300. Voilà. 7 grammes. Oui, 7 grammes. Donc, 12 sacs de 25 kilos. Voilà. C'est beaucoup d'aliments, hein, parce que les poissons doivent être vraiment gourmands. Oui, là, ça fait 300 kilos. Ouais, ça fait 300 kilos, c'est beaucoup. Ouais. On assiste à un ravitaillement. On essaie de naviguer entre les cages pour aller à un point fixe et pouvoir observer ce qui se passe en termes d'alimentation et d'avoir des explications de ceux qui sont ici sur le lac. Vous voyez la grande superficie que couvre ce projet. Aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas de pluie. C'est une zone assez pluvieuse. En venant ici, on a vu sur la route il y avait plein d'eau. Donc espérons que le temps soit aussi doux jusqu'à la fin de notre reportage. Et donc nous tournons entre les cages, comme je vous l'avais dit. Vous avez vu les ouvriers qui sont là, qui vont d'une cage à une autre avec des pirogues. Il y a une grande distance entre la constellation de ces cages-là et celle-ci. Tout ça, c'est pour des mesures de sécurité, comme l'a dit M. Pierrot Akakovi. Et les mesures d'hygiène aussi. Les limites du lac ne sont pas trop loin. Voilà, il y a la terre ferme là-bas. L'eau peut déborder jusqu'aux arbres. C'est assez intéressant de voir comment les cages sont flottantes. Alors nous sommes, M. Pierrot, nous sommes autour d'une cage. Oui. On voit les poissons, les ouvriers qui s'attellent à donner à manger aux poissons. On voit que tous les poissons remontent à la surface. Ça fait un jeu d'ensemble assez intéressant. Nous sommes dans des cages qui sont en maturité. Il y a combien de poissons ici par exemple? Oui, comme je vous le disais tantôt, c'est 3 des cages moyennes qu'on transfère ici et environ c'est 95-96 000 poissons. 96 000 poissons dans cet espace? Oui, dans cet espace. Et la cage à la pêche, à la récolte donne sensiblement 40-45 tonnes. Dans un bâtiment comme ça, quand on récolte fini, on a autour de 45 tonnes, voire plus, ça dépend. De la capacité de la cage fait 20 mètres de diamètre, 7 mètres de profondeur. Quand vous calculez, vous êtes à 2180 et quelques. C'est ça, on arrondit à 2200 mètres cubes. Alors ici, nous sommes, disons, à l'étape finale c'est l'étape finale de grossissement. Oui, du grossissement. Alors, comment se fait la pêche? Il y a une technique qu'on pratique ici. Vous voyez, on a sorti sur les cages, là, on a sorti des petits bidons. C'est des poids, au fait. C'est les poids là qui tiennent le filet dans l'eau. Bon, maintenant, quand on sort tout ça, il y a autre mécanisme, il y a une corde de milieu qu'on essaie de tirer. Ça demande beaucoup de force quand même. Et les gens le font et puis on rabat le filet d'un côté. Bon, tout en considérant bien sûr le poids, la quantité qu'on veut pêcher. À chaque fois, la pirogue la charge autour de 2 tonnes 500. Donc quand on vient, on rabat le filet avec l'esprit que si c'est un pirogue, son doit être autour de 2 tonnes 500. Et rapidement, on détache et les autres s'en vont. Bon, le jour où vous pêchez, vous n'avez pas le droit de donner à manger. Oui, sinon ça stresse les poissons.
Les poissons sont déjà stressés à la pêche. Quand on leur donne à manger, ils meurent beaucoup. Donc c'est ça, la pêche, malheureusement, on n'est pas à ce système-là aujourd'hui. Mais dans une semaine, ça va commencer. Nous sommes à l'étape finale, l'étape de maturation. Ouais. C'est ici qu'il doit avoir beaucoup plus de sécurité. Vous l'avez expliqué de l'autre côté. Voilà. Et donc vous avez là une brigade de surveillance. Voilà. Parce que c'est ici que des prédateurs peuvent venir prendre vos poissons. Et donc vous surveillez bien vos produits. Il y a des surveillances vraiment strictes ici qui se passent. Et puis il y a toujours une ronde la nuit pour voir comment ça se passe jusqu'au jour, et les gens sont là pour voir. Éventuellement la nuit, on allume, nous avons des lampes chargeables, rechargeables qu'on allume partout ici pour regarder. Bon, c'est à cause des alinéas, sinon on a prévu des caméras. Les caméras sont là, mais tirées depuis là-bas jusqu'ici, ça fait un peu fort, c'est pas évident. Ça fait qu'on préfère se baser pour le moment sur la main d'œuvre humaine. Alors, dites-nous, pourquoi vous avez choisi exclusivement de faire le tilapia? Bon, on sait que c'est un poisson tropical. Oui, c'est le premier élément, c'est ça, c'est tropical, le tilapia. Et au jour d'aujourd'hui, les deux poissons qui sont, le poisson qui naît naturellement dans le climat tropical, c'est le tilapia. Donc c'est ça qu'on peut faire coupler et avoir le résultat in vitro, qu'on peut faire naître plutôt, c'est le contraire que j'ai dit, qu'on peut faire naître in vitro dans les closeries. Même le clarias qu'on fait, on en a aussi là-bas. Le clarias, ils font une incinération, et pour que les larves de clarias naissent, il faut tuer le mâle et la femelle pour faire chose. D'ailleurs, ils ne voient pas leurs enfants. Donc, par contre, pour tilapia, c'est le deuxième argument, c'est que c'est le poisson le plus prisé de la sous-région, c'est ce qu'on connaît. Vous savez, nous, dans nos coutumes, on ne sait pas manger de clarias. Bon, à part ça, il n'y a pas encore de développement d'autres espèces. Et on aurait bien voulu faire autre chose. Bon, maintenant, l'expérimentation et le développement d'autres espèces en est un. Maintenant, est-ce que ça va intéresser le marché? Et nous, n'oubliez pas qu'on est rentré dans ce business, c'est à peine 3 ans. Et que, ça fait combien d'années que vous êtes allé 2017. C'est novembre 2016 qu'on a enregistré notre société. Nous avons commencé par faire la terre, faire chose en 2017. Donc c'est en 2017 qu'on a commencé proprement et pas mettre de poissons dans les bassins à chose. En 2017, là, à un moment, nous sommes allés à Kwesi, on a fait l'expérience jusqu'à un moment de 2018 et qu'on a compris que cela n'allait pas et qu'on s'est transporté ici. On est arrivé ici le 15 août 2018. Donc le 15 août prochain, ça fera 2 ans qu'on est ici. C'est en 2 ans. C'est en 2 ans. C'est en 2 ans. Tout ce qui se trouve ici, c'est en 2 ans. On sait qu'on est plus avancé que le temps par rapport à ce qu'on est en train de réaliser. C'est en 2 ans. Alors, une question. Quand on produit, il faut vendre. Ouais. Il faut vendre. Là, nous sommes à l'étape finale de la production. Une fois que les poissons sont pêchés ici, ils sont transportés vers le centre. Peut-être on en parlera. Quels sont les besoins du pays en termes de consommation de tilapia? Les besoins du Togo? Les besoins du pays en consommation de tilapia, ce n'est pas négligeable. Hein? Ce que nous produisons, en fait, ne suffit pas pour le Togo. Mais le consommateur peut-être a raison sur un certain nombre de plans en cherchant de l'extérieur pour faire chose, parce que le prix auquel nous livrons, il y en a venant d'ailleurs qui battent notre prix, et que bon, maintenant le consommateur n'est pas forcément obligé de savoir la qualité avant d'acheter. Donc par rapport à la qualité, nous sommes meilleurs. Bon, maintenant, venant à la capacité de ce pays, pour tilapia, je crois que nous sommes autour de 18 à 20 000 tonnes l'an, par an. Or, nous, ce qu'on est en train de faire ici, cette année, on a prévu aller à 1800 tonnes, mais à cause de la pandémie, nos trucs seront revus à la baisse. Bon, malgré ça,
on a toujours des problèmes de vente et c'est pas moment, c'est les Ghanéens qui viennent directement et prendre de chez nous pour là-bas. On vend pour le Bénin une petite portion, mais c'est le Ghana qui fait 60% de ce que nous produisons. Bon, maintenant, ils consomment, ils viennent. Bon, maintenant, depuis un certain temps, ils ne sont pas là parce que, bon, maintenant, on a quand même un représentant ici. Légal, c'est les 3F. Les 3F, c'est lui qui a mis des surgélateurs sur place. Pour, quand nos produits sortent de l'eau, c'est que nous, c'est-à-dire, ça sort de l'eau, on prend soin de la ranger dans le tunnel et nos responsabilités sont dégagées. Donc, le reste appartient à l'acheteur. Aujourd'hui, il y a un souci de moins, c'est qu'on ne perd plus les poissons. Aussitôt sorti d'ici, notre responsabilité est dégagée, on surgèle et maintenant on met en carton, ça va. Il n'y a plus de pénurie, il n'y a pas de rien, donc ça va directement. C'est que notre marge est très petite, mais on est sûr que notre argent va revenir. De Lomé jusqu'à Nangbeto, aujourd'hui nous faisons emploi direct, on fait à peu près 150-180 personnes. Bon, mon fils et moi, on n'a jamais été payés. On est en train, les bénévoles. Nous sommes les bénévoles, on est en train de créer quelque chose. Ça viendra absolument, on a foi. Oui. On a foi. Donc on emploie sensiblement avec ce projet d'agriculture d'ici. Les ouvriers, ils viennent d'où? De cette zone, de Lomé, d'Atakpamé, parce qu'on est en Nangbeto. Particulièrement pour la pêche, la plupart viennent de Lomé. Okay. Pour l'aquaculture, la pisciculture elle-même, la plupart viennent de Lomé. Mais pour ce qui concerne l'usine et la production d'aliments, c'est les gens de la localité qu'on fait chose, qu'on engage. Ça veut dire que ce projet installé ici, implémenté ici, l'impact direct, sur les populations, voilà, impact d'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, et ça se ressent tout de suite. Beaucoup de gens là-bas. Il y a toujours un exemple que je donne. Il y a quelqu'un qui nous sacre la cour là-bas, il balaie. Le premier mois, il est venu ici, il est allé dire, à la fin du mois, payer 20 000 de dettes à celui-ci. L'autre fois, il dit, payer 15 000 à celui-ci. Par après, il est envié aujourd'hui. On dit, ah, il passe, il a de petits radios, il fait ci, il regarde, dit, mais, il va boire Tchoukoutou, il va dire, moi, je mène ma petite vie. Ouais, donc, pour dire, Barthélemy mène sa petite vie et tout le monde est content. Ouais. Nous continuons de rallier une cage à l'autre. Vous voyez les cordes dans l'eau qui essaient de maintenir les cages à distance. C'est un véritable travail d'orfèvre. Les cordes ont été tirées sur de longues distances. Nous allons rallier les petites cages à maturité de l'autre côté pour essayer de voir ce qui se passe. Nous sommes à 2 km du centre et on flotte là sur l'eau. Nous continuons l'exploration de ce site-là, assez formidable. Voilà, il y a des poissons dans l'eau, mais bon, ce n'est pas des tilapias, mais... Il y en a même. Ah, il y en a même, ok. J'ai vu... Les noces, quand ils naissent, oui. Il ne peut pas rester dans le filet, il y a les mailles qui leur permettent de sortir. De sortir. Le poisson, okay. ça peut plus l'eau. Ok, oh, je vois. Et voilà, il y a des poissons qui s'échappent des filets et qui rentrent dans l'eau, voilà. Et qui certainement se retrouvent ailleurs, qui fait le bonheur de d'autres pêcheurs là, qu'on voit à distance. On met le cap sur l'une des 12 cailles. Ça va être la dernière de ce périple sur l'eau, avant de rejoindre le centre même qui est à 2 km d'ici. Et donc, on a pu observer, on a regardé, on a apprécié ce travail qui se fait ici, qui est un travail assez exigeant, parce qu'il faut le rappeler, ça nécessite beaucoup d'investissement, on en parlera quand on sera sur la terre ferme, mais c'est un travail assez exigeant. Il y a des ouvriers, il y a un investissement à faire, il y a une surveillance du site, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire ici, et voilà, donc nous essayons de vous faire découvrir ce qui se fait sur ce site-là. Nous sommes à 200 km de Lomé, au nord de Lomé, à Nangbeto. Le barrage qui est là, vous voyez très bien. Et donc nous sommes venus aujourd'hui en désertant notre plateau de débat pour venir parler des réalités de notre pays et de ce qui se fait par certains de nos compatriotes qui ont décidé de quitter le confort de la ville et de tout ce que cela comporte pour venir s'installer dans la ferme, si je peux parler ainsi, et consacrer leur vie à produire pour nourrir tous les Togolais. Je crois que c'est des choses qu'il faut encourager. Et voilà
la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour faire cette découverte-là. Donc nous continuons notre tour du site pour aller observer la dernière cage et puis après on mettra le cap sur le centre qui est en face de nous, de l'autre côté. Avec les bidons jaunes, il y a les limites, on voit des oiseaux qui sont sur les petits bidons là. C'est la délimitation du territoire ici. Aucun pêcheur ne peut rentrer dans cet espace qui est délimité et qui est exclusivement consacré à la pisciculture ici. Il y a nos amis ouvriers là qui sont en train de faire le tour avec nous pour nous rejoindre de l'autre côté où il y a les dernières cages. Voilà, ça fait vraiment plaisir de se retrouver ici et de voir tout ce qui se fait, en bien en termes d'investissement et tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Ici, on stocke les marchandises dans cette cage-là que vous voyez qui est flottante. Et il y a aussi les agents de sécurité qui restent là. Voilà, c'est une cage flottante pour la sécurité. Et voilà, donc il faut bien surveiller les lieux parce que bon, on ne sait jamais. On en a besoin. Il y a beaucoup d'investissements ici. Il faut éviter les intrusions. Donc il y a la sécurité permanente. Il y a les ouvriers qui rejoignent les cages par la pirogue. Bon, voilà, il y a tout un dispositif ici. Nous, on est plus rapide parce que bon, on a pris une barque motorisée et puis bon, les ouvriers arrivent avec la pirogue à la main et voilà. Donc, nous continuons de faire le tour de Lofty Farm. C'est un ensemble. Voilà les poissons qui s'agitent pour capter la nourriture. Voilà, les granulés. Les granulés. Il y a énormément de poissons. On vous a déjà donné la capacité par ici, il y a le pied d'identité, 32 000. Ouais, ici, il y a des pieds d'identité. 32 000. En principe, aujourd'hui, ce n'est pas prévu à nourrir ces cages-là. Oui. Parce qu'on veut les tirer pour les grandes cages pour un transbordement. Okay. Donc il faut les 3, 1, 2, 3 pour envoyer dans une grande cage. Donc, comment se fait le transbordement? Le transbordement, on tire les cages avec cette pirogue motorisée pour la grande cage. Et maintenant, on rabat le filet. Okay. Et on pulse avec des épuisettes qu'on remet dans le bon. On désinfecte par moment, on met du sel. C'est pas dangereux pour les poissons même bon, ça permet de leur même mettre dans le sel, dans l'eau salée, okay, avant de les mettre de l'autre côté. Vous voyez, tout se fait naturellement ici. Et quand ils sont là-bas, ils ont plus d'espace. Vous imaginez ici, il fait 400 mètres cubes pour 32 000. Bon, mais nous mettons 96 000 maintenant pour 2200 mètres cubes. Ils ont plus d'espace et plus ça grossit plus vite. Bon, donc c'est 6 cages qui vont quitter ici incessamment pour l'autre côté. Donc, ils sont tous de cette taille-là. Il y a 5 autres qui viennent d'arriver mais qui ne sont pas encore à la taille de transfèrement. Donc ça va attendre pour au moins 1 mois ou 6 semaines encore pour se faire. Voilà un peu comment l'opération se passe. En ralliant cette cage, on a vu des martins pêcheurs. Est-ce que la présence des martins pêcheurs n'est pas une menace pour les poissons? Naturellement, oui. Mais sauf que ces poissons sont plus gros que ces oiseaux martins pêcheurs. Même si c'est des canards, c'est difficile pour un canard de prendre directement un poisson d'ici parce que les poissons sont déjà au moins de 100 grammes à l'an et ils ne peuvent pas. Là où ils peuvent quelque chose, c'est peut-être là-bas et même ça, c'est trop compliqué. Nous avons leur filet qu'on essaie de protéger. Mais ici, on n'en a pas prévu parce que quand vous faites, il faut que ça tombe jusqu'ici. Et vu comment un martin pêcheur est en train de jubiler, il peut passer même sous le truc pour rentrer. Bon, on a dit, on laisse. Est-il qu'on prévoit toujours dans nos calculs une perte de 5 à 10% d'effectifs avant la récolte. Donc si martin pêcheur fait partie de ces fléaux-là, il peut toujours en bénéficier, mais ce n'est pas forcément un grand danger pour la production. Voilà quoi. Ou ça peut nous faire chose s'ils viennent sur la côte, ou là où il y a les alevins dans les bassins, là c'est dangereux. Bon, quand ils sentent la présence des humains, ils disparaissent. Nous avons fini de faire le tour sur le site où les poissons sont stockés, élevés, nourris, entretenus par toutes ces équipes-là. Les ouvriers qui sont là, qui veillent en permanence. Et le DG qui est sur la côte, qui intervient de temps en temps pour regarder si les choses sont en place.
Et donc, nous allons rejoindre la Kerpen pour continuer notre reportage sur les autres aspects de cette découverte-là, notamment la provendeurie, la surgélation et puis d'autres questions qu'on pourra poser éventuellement à nos invités. Alors, on rejoint la terre, monsieur le conducteur. On y va.